Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Les activités ont repris à Danane. Le calme est revenu après des altercations qui ont dégénéré hier entre forces de l'ordre et un chauffeur de moto-taxi. Pas de mort, un blessé et plusieurs dégâts matériels. Le différend est réglé. Chacun vaque à ses occupations. Plus de 42 millions de tonnes de carbone forestier à séquestrer, c'est l'objectif du programme de réduction d'émissions de gaz. Sur la période 2019-2027, une rencontre vient de se tenir à Abidjan. Elle va permettre de mieux protéger le parc national de Taï et faire la promotion du concept agriculture zéro déforestation. Et puis des roches au pouvoir mystique, les bords de la Volta Noire, autant de sites touristiques à découvrir à Bouna et dans le reste de la région du Bunkani, une région riche de sites touristiques majeurs, une richesse patrimoniale pas toujours explorée. Les cadres de la région lancent un appel à suivre dans ce journal, le reportage. Le calme est revenu à Danane. Un usager de moto-taxi avait été blessé au cours d'une altercation avec des éléments des forces de l'ordre. Cette ville de l'ouest du pays avait alors basculé dans la violence hier samedi. Aucune perte en vie humaine, blessé et tous les corridors de la ville saccagés et incendiés. Des appels à la retenue ont porté leurs fruits. Le reportage d'Evoué. La ville de Danane a connu une perturbation du trafic ce samedi 5 janvier 2019 dans la matinée due à un mouvement d'humeur des conducteurs de taxis-moto. Pour un retour à la normale, le préfet du département a réuni les acteurs du transport, les conducteurs de taxis-moto, les commerçants, les forces de défense et de sécurité, les élus, les autorités traditionnelles et administratives. À l'issue de cette concertation, des appels au calme et à la normalisation sont lancés. Je dis à tous nos collaborateurs, à tous nos camarades, chauffeurs de Baka, de taxi, etc., que dès demain, à partir de 6 h, nous allons reprendre les activités, qu'il n'y a pas de problème. L'activité va reprendre demain sans problème. Je demande à toute la population de Danane de vaquer à leur occupation à partir de demain matin, normalement, à tous ceux qui veulent nous visiter, que ce soit du côté de Libéria ou de la Guinée, et même les Ivoiriens qui veulent visiter Danane, de venir sans crainte. Nous avons vécu récemment des événements malheureux à Zouaounié, et le département de Danane, malheureusement, s'est invité à cette crise du fait des rumeurs. Donc, évidemment, j'appelle l'ensemble de la composante de la population à ne pas laisser circuler des rumeurs. Je l'ai indiqué, il n'y a pas eu de mort, il y a eu juste un blessé que nous avons pris en charge. J'invite donc les populations au calme et surtout à la retenue. Le préfet a en outre saisi le cadre de cette réunion pour exhorter les conducteurs de taxis-moto à se conformer à la loi. J'ai demandé aux conducteurs de taxis-moto qui bénéficient d'une tolérance administrative de se mettre en règle vis-à-vis de la législation du transport. Faire en sorte qu'ils aient, 1, les vignettes, 2, qu'ils aient l'assurance, 3, qu'ils aient le permis de conduire. Et bien évidemment avec tous les accessoires de sécurité. Il faut le rappeler, le mouvement d'humeur est parti d'un incident survenu le jeudi 3 janvier à un corridor de la ville. En effet, une altercation entre un conducteur de taxi-moto et des éléments de force de l'ordre est née suite à un refus d'obtempérer. Le conducteur en question, blessé, a été pris en charge à l'hôpital général de Danane. Aussitôt informé, le préfet et le maire ont conduit des concertations et des sensibilisations. Malgré cela, le samedi matin, de jeunes gens, principalement des conducteurs de taxis-moto, ont érigé des barricades, saccagé et incendié les corridors de la ville. Bilan général, aucune perte en vie humaine, un blessé et 4 corridors incendiés. Pour l'heure, le calme est de retour dans la ville et les activités ont repris. Dans l'actualité politique de ce journal, les militants du PDCI du district du Zanzan se mobilisent pour le congrès du RHDP. Le président exécutif du mouvement sur les traces de Foué-Boigny les a rencontrés récemment. Kobedan Kwasi Adjumani les a exhortés à prendre part à cette rencontre du 26 janvier prochain. Mamadou Kwasi. Le Gontougo veut battre le record de la mobilisation pour le prochain congrès constitutif du RHDP. Avant cette date du 26 janvier 2018, l'heure est à la mobilisation sur le terrain. Les délégués et les secrétaires généraux de section du PDCI-RDA de la région de Gontougo, désormais membres du mouvement sur les traces de Foué-Boigny, expriment leur engagement à se mobiliser pour faire de ce congrès une véritable réussite. Ils l'ont exprimé au cours d'une rencontre avec le président de ce mouvement. Quelle feuille de route a donné à nos secrétaires généraux de section RADP pour assainir le terrain politique?
Quelle stratégie politique ou de communication à mettre en place pour mieux implanter le mouvement sur les traces de Fou-Boigny dans le Gontougo? Une démarche bien appréciée par le président exécutif du mouvement sur les traces de Fou-Boigny. Le ministre Koménon Kwasi Adjoumani a donné des directives à ses 52 secrétaires généraux de section du PDCI-RDA et aux délégués. Il a exhorté chacun à mobiliser tous les militants de base du PDCI-RDA de la région du Gontougo pour adhérer au RHDP unifié. Tous les secrétaires de section qui sont avec nous sont les plus nombreux. Comme quoi, la réalité sur le terrain n'a rien à voir avec ce que les autres avaient dit en son temps, que toute la base est contre le RHDP. Pour ceux qui connaissent les militants du Gontougo, ils savent très bien que ces personnes qui sont derrière moi sont les figures de proue du PDCI-RDA. Aujourd'hui, ils ont décidé d'adhérer pleinement au parti unifié, le RHDP. Cette rencontre avec les délégués du PDCI-RDA et les secrétaires généraux de section va s'étendre à toute la région du Gontougo, voire même tous les districts de Zanzan, pour mobiliser davantage les militants pour le congrès constitutif du RHDP. Du côté de Bouaké, au centre du pays, des jeunes cadres du PDCI sont favorables au parti unifié RHDP. Réunis au sein d'un collectif, ils l'ont signifié au cours d'une rencontre avec la presse à Sankan, Kader Sogodogo. Le collectif des jeunes cadres du PDCI-RDA de Bouaké, favorable au parti unifié RHDP. Face à la presse, ils ont tenu à le signifier. Nous voudrions ici et maintenant apporter notre soutien ferme et sans embâche au vice-président Daniel Kablan-Duncan, au secrétaire général de la présidence Achille Patrick, entre autres cadres du PDCI-RDA, frappés d'ostracisme. Nous affirmons donc haut et fort notre appartenance au RHDP unifié, et ce, à compter de ce jour. Le collectif des jeunes cadres du PDCI-RDA de Bouaké entend mobiliser leurs troupes pour accueillir le missionnaire du RHDP à Bouaké, le ministre Akaoulé, en vue d'une participation effective au congrès du RHDP unifié le 26 janvier 2019 à Abidjan. Restons toujours à Bouaké pour parler de l'UDPCI, un autre parti membre du RHDP qui se mobilise. 4 nouvelles coordinations installées. Elles sont toutes issues du milieu des enseignants. Le président des enseignants de l'UDPCI invite ses camarades à travailler dans le sens de la mise en place du RHDP. Kader Sogodogo. Le parti Arc-en-Ciel, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, accorde beaucoup d'intérêt au monde enseignant. Ce parti parcourt le pays pour l'installation de nouvelles coordinations. Dans le Gbeke, qui comptait 8 coordinations, 4 nouvelles viennent de voir le jour, portant le nombre désormais à 12 coordinations. Installation de coordination, sensibilisation pour une participation active au congrès du RHDP unifié le 26 janvier à Abidjan. L'agenda du président de l'Union des enseignants UDPCI était bien rempli. L'accord nous a été donné, donc en tant que UDPCI, de participer à ce congrès. C'est aussi pour moi, avec la présence à Bouaké ici, de parler aux camarades et de leur demander de se mobiliser pour être massivement présents à cette rencontre du 26 janvier. Alou Sarah Kofi André, secrétaire régional UDPCI de Gbeke, et ses camarades ont pris l'engagement de maintenir allumée la flamme militante pour une UDPCI forte au service du RHDP unifié. Sur la période 2019-2027, il existe le programme de réduction d'émissions de gaz. Il a pour objectif de réduire en plus de 42 millions de tonnes de stock de carbone forestier. Des consultations régionales des parties prenantes se sont tenues à Abidjan. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Le couvert forestier, estimé à 37% du territoire national en 1960, est passé en 2010 à moins de 14%. Relativement à cette réduction de la forêt, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre en place une culture du cacao, zéro déforestation et retrouver un couvert forestier de 20% d'ici 2030. Un engagement inscrit par le pays en lettres d'or dans le mécanisme international REDD+ en 2011, afin de contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. Le prêt
programme de réduction des émissions du gaz à effet de serre centré sur le parc national de Taï reflète cette volonté politique du gouvernement. Chaque action de déforestation ou de dégradation de forêt engendre des émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif, c'est que plus de 90% des réductions actuelles soient stoppées. C'est juste que nous organisons cet atelier pour que l'ensemble des parties prenantes se prononcent sur ce document de réduction des émissions qui doit être soumis d'ici 2 jours à la Banque mondiale. Entre financement des projets de reboisement et encouragement pour une économie verte se trouvent des initiatives louables. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire est un mécanisme financier. C'est un fonds fiduciaire. Après un démarrage de 400 millions de francs CFA que nous mettions à la disposition du parc national depuis 2014, nous sommes passés à un montant de 590 millions par an. Ce sont des fonds que nous mettons à disposition de manière pérenne. Green Invest Africa est une société de conseil en finances climatiques et finances bas carbone. Nous pourrons par exemple intervenir en ce qui concerne les paiements pour services environnementaux. La proposition qui a été donc faite, c'est soit 1 euro, c'est-à-dire 655,56 francs pour les arbres plantés. Notre cible, c'est donc les petits producteurs. Ces consultations régionales des parties prenantes à Abidjan sont coordonnées par Aide Plus Côte d'Ivoire. Une autre lutte à mener, celle contre le handicap physique chez l'enfant des 0 à 17 ans. Dans le magazine de 13h aujourd'hui, Hamza Diaby a reçu Dali Gogo, kinésithérapeute spécialiste en rééducation fonctionnelle et réadaptation. Ils ont parlé des moyens de prévention. Je vous propose un extrait de l'entretien. La prévention, c'est quoi? Il s'agit, par exemple, de dire à la maman de mener la future mère, par exemple, de mener une vie correcte, d'éviter de consommer des substances prohibées. On peut, par exemple, prendre le cas de l'alcool, le tabac et même certains médicaments. Vous savez que dans les services de maternité, les gynécologues recommandent de façon formelle la consommation de certains médicaments. Vous avez nos parents en milieu ouvert, on trouve des médicaments un peu partout dans la rue et souvent, quand il y a un petit bobo, eh bien, on va se procurer du médicament de la rue et on le consomme. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est ce qu'on déconseille. À titre préventif également, pour la kinésithérapie, il y a ce qu'on appelle la rééducation périnéale. Par exemple, est une méthode de rééducation de l'appareil qui va porter tous les organes de reproduction de la femme. Et c'est là que l'enfant va vivre pendant environ 9 mois avant l'accouchement. Et il faut préparer la maman, par exemple, à connaître bien son corps, à bien maîtriser les différents mouvements, notamment au cours de l'accouchement. Il y a un protocole à suivre pour éviter de comprimer, de provoquer des compressions au niveau des organes sensibles, notamment la tête de l'enfant. Et donc, cette rééducation périnéale, il faut pouvoir la vulgariser, l'introduire dans la plupart des services de maternité pour que les femmes enceintes puissent, avant même le terme de l'accouchement, puissent se familiariser à ces techniques de maîtrise du corps. On parle encore de bien-être, une année 2019 en bonne santé, c'est ce que vise l'ONG Perspective. Hier, s'est tenu un cross, il a été suivi de consultations médicales gratuites de la population du plateau. Moustapha Diaby Assita, Moussa Konaté. Ils étaient plus de 800 personnes, tout âge confondu, à prendre part aux activités de l'ONG Perspective. Cross populaire et consultations gratuites étaient au menu de cette journée. Une initiative pour maintenir la bonne santé et bien commencer l'année 2019. Une bonne année ne peut se passer que si on a une bonne santé. C'est pour ça qu'on a voulu que le premier événement de l'année pour les populations du plateau et les populations environnantes soit une activité sportive jumelée à une activité sanitaire. Parti de la cité policière du plateau pour un circuit de 5 km et 10 km, le point d'arrivée, la rue du commerce. Les coureurs, parmi eux des personnes âgées, ont fait preuve de courage. Les 3 premiers par catégorie sont récompensés. J'encourage beaucoup les autres athlètes. Si on n'a pas gagné aujourd'hui, demain on peut gagner. Ils n'ont qu'à continuer toujours de s'entraîner. Un jour, ça ira. Il était important que nous puissions
ne pas faillir à ce moment parce que la première édition s'était très bien passée l'année dernière. Bonne année santé, c'est une opération initiée par l'ONG Perspective et je suis très heureux aujourd'hui que cette manifestation ait pu se tenir. Après la course, place au volet sanitaire. Les populations ont bénéficié de consultations gratuites. Ça me fait bien des choses parce que moi-même j'étais malade, touchée. Et mon fils m'a réveillé, dit « Ah maman, allons, pour qu'on te soigne, il y a une ONG, j'ai mis une médicale en place pour vous soigner. » Et c'est pourquoi je me suis levée le matin pour venir. Vraiment, ça me fait droit au cœur. Donc je suis vraiment touchée. Cette activité est à sa deuxième édition. Créée en 2014, l'ONG Perspective a pour mission de lutter contre la pauvreté et venir en aide aux femmes. On ouvre la page culture de ce journal avec la fin de la 9e édition du festival du Zanzan. Danse du terroir, tenues vestimentaires et instruments de musique de cette vaste région ont marqué l'événement de décembre dernier. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, qui organisait depuis 10 ans l'événement, passe la main au conseil régional du Gontougo. Le reportage de Jeanne Toubé. L'image la plus forte de l'édition 2018 du Festival du Zanzan. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, représenté par Fousseni Dambélé, directeur de cabinet, remet au Conseil régional du Gontougo le document qui lui donne désormais la charge de l'organisation de ce rendez-vous culturel annuel majeur dans le district du Zanzan. Un vœu exprimé par les autorités traditionnelles, élus et cadres de cette région, veut aujourd'hui exaucer. Il est de notre devoir vraiment de ne pas fignoler, de faire en sorte que cela vraiment connaisse une réussite. Nous allons nous impliquer à fond. Le festival Zanzan, c'est un tiré à part régional. Donc il s'agit d'identifier des danses, de les consolider, d'avoir une mémoire, de sorte que ces danses-là ne disparaissent pas. Au-delà de toute considération politique, tout le monde doit pouvoir se retrouver pour apporter ce qu'il peut pour que ce festival-là puisse être véritablement un festival à la dimension de notre espérance. Le festival du Zanzan est né en 2008 à l'initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie à l'objectif de valoriser le riche patrimoine de cette zone géographique, le promouvoir et le sauvegarder. À chaque édition, comme cette année 2018, le Zanzan fait découvrir la singularité de chacune des communautés que compte ce vaste ensemble géographique et culturel à travers danse, instruments de musique, arts vestimentaires et culinaires. Le Conseil régional du Gontougo, à qui revient désormais la charge d'organiser le festival du Zanzan, devra assurer son illustration et sa pérennité. Les mêmes acteurs seront toujours sollicités pour venir en appui de cette organisation. Mais nous allons faire voir autre chose parce que ce sera l'occasion pour nous de nous réunir autour de nos chefs, autour du roi, autour de toutes nos populations pour célébrer la culture. Le ministère cède le festival, mais reste en appui technique, en appui institutionnel et en appui financier pour que le festival connaisse encore un rayonnement plus grand. C'est cette assurance qu'attendaient les nouveaux propriétaires du Zanzan Festival. Si en guise de remerciement, le Conseil régional du Gontougo a offert au ministre de la Culture une chaise royale, il n'en demeure pas moins que les élus et cadres de cette région mesurent leur nouvelle responsabilité. L'édition 2019 du Zanzan Festival sera donc l'indicateur de leur capacité à mobiliser autour de l'événement, mais surtout améliorer son positionnement et lui conférer une dimension internationale. Une autre célébration de la culture, la première édition du Festival international Ikangoa du Moronou s'est tenue à Bongouanou. La rencontre a permis de mettre en lumière les richesses de la région. En marge, s'est tenue la 7e édition de la fête des Inyam à Ara. Godefroy Okambawa. Une fin d'année en couleur dans le Moronou. Les populations de cette région doivent être redevables à l'art et la culture. Le Festival international Ikangoa en est une des manifestations. L'événement était à sa première édition. Il a suscité intérêt et engouement des populations à qui il a été donné de voir le riche patrimoine culturel et artistique du Moronou. L'objectif du festival, c'est de réunir les fils et les filles de la région du Moronou pour qu'ensemble, on parle de développement
Étant donné que nous sommes dans un milieu culturel, nous voulons passer par là pour hausser le nom du Morono. Le Yekangwa Festival a choisi pour parrain Théophile Awan Doli, inspecteur général d'État et fils du Moronou. Théophile Awan Doli était invité à Ara par Sa Majesté Nana Tewa II, chef de la tribu Awiya. Exigence de la tradition, la fête d'Ignam ne commence véritablement qu'à l'issue de la parade du chef dans les rues de la ville. Nana Tewa II s'y est soumis. Attendu par les populations et ses hôtes à la place publique, c'est en ce lieu que la fête d'Ignam à Ara a été solennellement ouverte sous le parrainage de l'inspecteur général d'État. La fête des Ignam est en effet, au plan traditionnel, une action de grâce que les vivants rendent aux esprits, aux ancêtres, pour la protection reçue et pour les nombreuses bénédictions, notamment la générosité, la fécondité de la terre pour la paix et la cohésion sociale. Au-delà de toutes ces significations, nous retenons aussi que la fête des Ignam est et surtout un moment exceptionnel de rencontre, de fraternité, mais également de joie, de partage, de célébration de l'unité et de la solidarité d'un peuple. La fête d'Ignam est un moment important dans la tribu Awiya, dont le siège est à Ara, département de la région du Moronou. Elle marque le début d'une nouvelle année sur fond d'espoir en termes de cohésion sociale, de progrès pour tous et de développement. Direction le Bonkani, cette région du nord ivoirien dispose d'attraits touristiques majeurs, une richesse patrimoniale qui n'est pas toujours exploitée. C'est le cas par exemple des roches mystiques de Gbadjoudou, à une vingtaine de kilomètres de Bouna. Franck Quadio nous emmène aussi sur les bords de la Volta Noire, à quelques kilomètres du Ghana occidental. Son reportage. Le village de Gbadjoudou, à une vingtaine de kilomètres de voie latéritique de Bouna, dans le nord-est ivoirien. Les Soukala, habitat traditionnel, et les greniers se disputent l'espace, mais notre attention est portée une dizaine de kilomètres plus loin, en pleine savane arborée, le site des pierres ou roches mystiques appelées Chigila. Joseph est le fils du chef, le dépositaire de la tradition des adorateurs du génie, maître des lieux, le Dako. Il effectue régulièrement ce rituel, une prière et une pièce de monnaie ou un sacrifice quelconque. D'autres qui viennent, même il y a d'autres qui viennent du Ghana, d'autres qui viennent d'ailleurs, même les cultivateurs, c'est ici, ils viennent aussi faire les douleurs pour que la récolte soit bonne. Cette action, plusieurs habitants, des visiteurs ou même des étrangers, ceux venus d'ailleurs, l'accomplissent, le site réputé pour les ossements de vœux les plus secrets. Pendant la période coloniale, nos parents Koulango, puisque à cause des guerres de succession, se réfugiaient ici et venaient adorer cette natte sacrée-là. Dès que l'ennemi arrivait, le peuple Koulango qui se trouvait ici se transformait en singe. Donc l'ennemi, quand il vient, il voit que des animaux et il retourne. Donc, raison pour laquelle ce coin est resté mystique. C'est sous cette pierre, la natte mystique, que s'effectue le rituel. La tranquillité du quotidien est brisée ce jour par des visiteurs particuliers. Des étudiants venus pour le festival du Bonkani. Flora et ses amis sont conquises. Oui, à la base, nous sommes passionnés d'art, de culture et de tourisme. Donc découvrir ce genre de site, pour nous, c'est vraiment un grand atout. Et peut-être demain, pourquoi pas, être les ambassadeurs de la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Plusieurs pierres sur plus d'un hectare constituent le morphotype particulier sur l'espace. Un tour d'horizon, puis le groupe s'ébranle vers le nord, à la frontière avec le Ghana. Voici la Volta Noire. Pierre mystique, Volta Noire, Soukala, parc de la Komwe. La région du Bonkani regorge de richesses touristiques, reste à les promouvoir. Nous, Office de tourisme, nous avons pour vocation de faire la promotion de ce qui existe. Ce n'est pas nous qui créons. Et par contre, l'État a transféré une partie de ses compétences aux collectivités qui devaient faire de chaque région un pôle de développement touristique. Nous les accompagnons. Des autorités territoriales conscientes de la plus-value que pourraient représenter ces potentialités pour le développement régional, elles restent cependant impuissantes. Nous pensons pouvoir attirer du tourisme, mais la réalité c'est qu'un touriste, il vient quand il y a des voies de communication. Il vient quand il peut s'héberger, il vient quand il se sent en sécurité. Nous, dans notre modeste position, il nous sera difficile de créer toutes les voies de communication pour permettre aux touristes d'être à l'aise. Il faut créer toutes ces dispositions qui relèvent pour l'instant de structures plus grosses que la nôtre. Mais en même temps, nous osons
appeler des structures comme Côte d'Ivoire Tourisme à venir voir ce que nous avons comme potentiel, à pouvoir en parler. On pourrait donc trouver des investisseurs privés qui s'intéressent à ce genre de structure-là et qui acceptera à ce moment-là de venir investir pour promouvoir notre tourisme en installant toutes les infrastructures qui vont avec. Des initiatives pour le développement du tourisme intérieur a multiplié alors, la Côte d'Ivoire regorge de richesses encore insoupçonnées. On se rend en Israël, chemin de croix, dans les rues de Jérusalem, célébration des fêtes de fin d'année et visite de plusieurs sites retraçant les faits marquants de Jésus-Christ. 188 chrétiens ivoiriens ont pu vivre ces moments de grâce à un pèlerinage offert par le gouvernement. Pardon et humilité guident ce pèlerinage en Terre Sainte. Victorine Yaoyoboué. Après Capharnaüm et le lac Tibériade, les pèlerins ivoiriens se sont rendus à Cana, toujours en Galilée, pour revisiter le premier miracle de Jésus. C'est ici que le Christ va changer l'eau en vin aux célèbres noces de Cana. À Jérusalem, cette fois dans la province de la Judée, les fidèles chrétiens ont parcouru le chemin de croix que Jésus a enduré jusqu'à Golgotha, où il a été crucifié. De Golgotha, les pèlerins se sont rendus au tombeau où le corps du Christ a reposé jusqu'à sa résurrection. Le père Simon-Pierre Adingra donne la signification de ce parcours pour le chrétien. Pour nous, nous avons compris à partir d'aujourd'hui que la mort n'a plus de victoire. Et tout ce qui est comme mort dans la vie du chrétien ne doit plus avoir de victoire. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit fermer les hôpitaux. Je ne suis pas en train de dire que personne ne doit avoir de difficultés. Mais je suis en train de dire que quand nous sommes malades, nous devenons malades avec le Christ qui nous porte. Quand nous avons des difficultés, nous avons le Christ qui a déjà vaincu la difficulté. Le moment présent, nous avons la difficulté, mais la victoire étant déjà assurée, nous devons demeurer dans la foi soutenue par une espérance que le Christ qui est amour ne peut pas nous abandonner. Les pèlerins qui ont pu vivre cette expérience grâce au soutien de l'État livrent leurs sentiments. Je suis très heureux de me retrouver en Terre Sainte. Je rends grâce à Dieu et je rends grâce à l'État. J'ai la chance de mettre mes pas dans les pas de Jésus, là où Jésus a vécu. Et pour nous autres chrétiens catholiques, c'est énorme. Parce que nous vivons en ce moment la Bible, j'allais dire en direct. Je prie pour que chaque chrétien se reconnaissant en Christ, chaque chrétien puisse au moins bénéficier de cette opportunité-là, au moins une fois dans sa vie. Ayant vu la grande joie des pèlerins, surtout à la célébration des fêtes de fin d'année en Terre Sainte, l'organisatrice déléguée du pèlerinage voudrait bien que de plus en plus de personnes aient cette opportunité. J'ai un appel, peut-être de demander au chef de l'État de voir un peu à la hausse parce que bon, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens. Bon, tout le monde n'a pas les moyens. Si on peut revoir un peu le nombre à la hausse, je pense que ça arrangerait. Et aussi penser à nos frères, plus ceux de l'intérieur. Au bout de 10 jours, à marcher dans les pas du Christ, les fidèles ivoiriens se sont convaincus d'un nouveau départ dans leur vie, tant spirituelle que physique, dans une Côte d'Ivoire rassemblée et en paix. Comme les y invitait le thème de ce pèlerinage, pardon et humilité. En République démocratique du Congo, la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle est reportée. On en parle dans ce tour de l'actualité internationale de la semaine. Le 7 sur 7, Olivier Iriebi, Alexis Ouedraogo. Au Bangladesh, le parti de la première ministre Sheikh Hasina a remporté les élections législatives. La coalition dirigée par la chef du gouvernement a raflé 288 sièges sur les 300 que compte le Parlement, contre seulement 6 sièges pour le principal parti d'opposition. Ce dernier rejette les résultats et estime que le vote a été entaché de fraude. Il exige l'organisation de nouveaux scrutins sous la supervision d'une administration neutre. 37 morts, dont 3 femmes et des enfants, c'est le bilan d'une tuerie qui a eu lieu dans le village de Kolungo, dans le cercle de Bankas, au centre du Mali. Le même mardi 1er janvier au Burkina Faso, des terroristes présumés ont fait irruption à Irgou, village situé à 200 km au nord de Ouaga, et tué 7 personnes.
En représailles, les villageois s'étaient attaqués aux éleveurs Peuls de la région, faisant 40 morts. Les présidents maliens et burkinabés ont apporté leur soutien aux différentes victimes. 6 personnes tuées et 16 autres blessées mercredi dans l'accident d'un train de marchandises au Danemark. Selon les enquêteurs, l'accident a été provoqué par la chute d'un objet du train de marchandises qui a percuté le train de passagers circulant dans le sens inverse. La Chine a réussi jeudi le premier atterrissage jamais réalisé d'un engin spatial sur la face cachée de la Lune. L'engin chinois doit notamment mener des études portant sur les basses fréquences radio, les ressources en minéraux et la culture des tomates ainsi que d'autres plantes. Au Togo, le Premier ministre Komi Selum Klassoum a remis vendredi sa démission et celle du gouvernement au président Faure Gnassingbé. La démission du Premier ministre intervient après les législatives du 20 décembre 2018, boycottées par la coalition de l'opposition. Les députés de l'Assemblée nationale vénézuélienne, acquis à l'opposition, ont déclaré samedi illégitime le second mandat présidentiel de Nicolás Maduro. Pour le pouvoir en place, cette déclaration vise à provoquer un coup d'État encouragé par certaines puissances. Les résultats provisoires de la présidentielle en RDC ne seront pas connus ce dimanche, mais à partir de la semaine prochaine. La commission électorale annonce connaître des difficultés dans l'acheminement des plis et des PV. Lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une assemblée plénière à Kinshasa, le président de la CENI a indiqué que la commission avait pu centraliser un peu plus de la moitié des bulletins de vote. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. À très vite. Bonsoir.